Au sommaire de cette édition, la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale en Afrique, de nouvelles opportunités d'affaires, mais aussi des défis à relever pour le Burkina et les autres pays membres de l'UEMOA. Le Centre d'études et de recherche sur l'intégration économique en Afrique éclaire la lanterne du grand public sur les enjeux du concept de la ZLECAf. Explication en début de journal. Nous serons également dans le quartier non loti de Lomé, c'est à Dédougou, habitat spontané, insuffisance de voirie, d'eau potable, l'électricité et les autres services sociaux de base font aussi défaut. En espérant un éventuel lotissement, les hommes et femmes de la zone s'organisent pour améliorer leur quotidien. À l'international, discours rassembleur de Joe Biden, le 46e président américain à peine investi hier soir, signe une quinzaine de décrets pour corriger les erreurs de son prédécesseur, Donald Trump. Voilà pour la une de ce 13h. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Le Centre d'études et de recherche sur l'intégration économique en Afrique organise ce jeudi une conférence publique sur la zone de libre-échange continentale en Afrique. La ZLECAf a ses avantages, de nouvelles opportunités de développement, mais aussi de nouveaux défis pour les pays de l'UEMOA. Explication de Gérard Sommet et Sekou Zango. Promouvoir, divulguer et retraiter l'information économique au profit des populations, voilà l'objectif de cette conférence publique organisée par le Centre d'études et de recherche sur l'intégration économique en Afrique. Les potentialités et les mesures à prendre par les acteurs des échanges commerciaux pour optimiser les gains seront dévoilés au cours de cette conférence. Nous aurons donc des exposés qui vont porter non seulement sur le concept lui-même, c'est-à-dire qu'est-ce que la zone de libre-échange, mais également nous allons développer les opportunités, nous allons faire l'état des lieux sur les échanges intra-africains et regarder les opportunités, notamment le potentiel commercial, et enfin nous allons proposer donc des pistes de solutions pour pouvoir booster donc ce commerce intra-africain. Membre actif de la zone de libre-échange continentale en Afrique depuis le 1er janvier 2021, le Burkina Faso devra tirer également profit de ces échanges pour mettre en place les outils du libre-échange. Ce type de rencontre, de conférence qui permet donc de réfléchir, qui réunit des universitaires, qui réunit donc des acteurs du secteur privé, qui réunit donc des étudiants et tous les bénéficiaires donc de ce vaste marché sont des éléments qui sont de nature à aider le gouvernement donc à renforcer le dispositif national, à renforcer donc la stratégie et à faire en sorte que nous puissions tirer le maximum donc de ce vaste marché. La zone de libre-échange continentale en Afrique, ZLECAf, est un vaste marché qui concerne environ 1,5 milliard de personnes. Depuis 2020, on compte 22 pays signataires de l'accord de la ZLECAf, dont le Burkina Faso qui compte travailler à libéraliser 90% des produits nationaux d'ici à 2030. Une monnaie souveraine, c'est le souhait du MPR-CFA, le mouvement panafricain de rejet du franc CFA, veut manifestement exprimer hier à Bobo Dioulasso au cours de la célébration de la première journée internationale de lutte contre la France-Afrique. Précision de Kassoum Milogo et Ismaël Saturné Paris. Non à la France-Afrique et au franc CFA. C'est le principal discours tenu par les premiers responsables du mouvement panafricain de rejet du franc CFA à cette célébration de leur première journée internationale contre la France-Afrique. Nos indépendances depuis 60 ans auraient un sens révélateur si on avait cadenassé les accords coloniaux et uniques avec la France. Il faut aller vers la formation d'un nouveau type d'Africains. Pour ce mouvement, l'Afrique ne pourra se développer que si elle prend la mesure de sa situation en s'émancipant sur le plan monétaire. Et cela est un combat de tout le monde. Nous invitons les parlementaires burkinabés et ceux des pays qui utilisent le franc CFA à légiférer sur la question d'une monnaie souveraine. Le MPR franc CFA se veut une structure qui milite en faveur d'une gouvernance vertueuse en Afrique. Il a été créé en juin 2017 et son siège se trouve à Bobo Dioulasso.
Session extraordinaire du conseil municipal de Ouagadougou hier, mercredi, le conseiller Joseph Ouedraogo de l'arrondissement 10 est désormais le 3e adjoint au maire de Ouagadougou, un poste qu'occupait Nathanaël Ouedraogo, démissionnaire de l'UPC pour le MODEM. Ambiance dans ce reportage de Sié Lassina Ouattara et Sekou Zongo. Joseph Ouedraogo, élu par acclamation, 3e adjoint au maire de la ville de Ouagadougou, après le désistement de ses principaux challengers. C'est l'un des actes majeurs de cette première session extraordinaire du conseil municipal de Ouagadougou. Il remplace ainsi Nathanaël Ouedraogo, conseiller municipal démissionnaire de l'Union pour le progrès et le changement. Moi, je suis déjà depuis pratiquement 5 ans dans le train de la marche de la construction du développement de notre commune. Pour moi, c'est aller encore accompagner le maire comme j'étais déjà dedans, l'accompagner à achever les chantiers que nous avons déjà entamés depuis. À ce conseil extraordinaire, plusieurs conseillers municipaux, démissionnaires ou décédés sont également remplacés. Le renforcement de la clôture de la mairie centrale de Ouagadougou pour se conformer aux normes du ministère de la Sécurité, l'opérationnalisation de la réforme sur la publicité de la ville sont entre autres informations partagées au conseil municipal. Ce n'est un secret pour personne. Difficiles conditions de vie dans les zones périphériques. On s'invite à Lomé, un quartier non loti de la cité de Bankui. À Dédougou, le dernier lotissement date de 1996. Depuis lors, les populations s'organisent à travers des CDQ, des comités de développement de quartier. Elles se cotisent même pour améliorer leurs conditions de vie. C'est un reportage signé de Yves Rwamba et Aïcha Dianda. Dans la ville de Dédougou, une bonne partie de la population réside dans les zones d'habitat spontané, communément appelées non-lotis. En moins de 10 ans, l'espace de ces quartiers spontanés s'est multiplié et connaît une forte concentration de population. Manque d'eau potable, absence d'électricité et de voirie, tel est le quotidien de ces milliers d'habitants. Nous serons vraiment soulagés avec le lotissement de nos quartiers. Ce lotissement va sans doute faciliter l'accès aux soins de santé, à l'électricité et surtout résoudre le problème d'accès à l'eau potable. Le vieux Rasmané Saba vit au quartier non loti de Lomé dans la ville de Dédougou. Pour venir à bout du problème d'eau, les populations de ces quartiers se sont donné la main pour réaliser ce forage. Depuis près de 15 ans, ce point d'eau ne désemplit pas. 10 000 francs par personne pour avoir ce forage. Actuellement, nous vendons le bidon à 5 francs et la barrique à 30 francs. Ce que nous prenons permet de prendre en charge les pannes. Dans ces zones non loties, existent aussi des organisations nommées CDQ, Comité de développement de quartier. Leur rôle est de s'investir dans l'amélioration du cadre de vie des populations des non-lotis de Dédougou. Étant donné donc que c'est des zones non loties, ça veut dire que chacun vient et le construit selon son plan. Donc, dans les soucis donc d'harmoniser les constructions, afin que tout le monde puisse passer de façon fluide, ce comité donc a été instauré et œuvre donc à encadrer donc les constructions, de telle sorte qu'il y ait des passages. Et après cela, il y a également les problèmes de litige par rapport donc à la propriété des parcelles. Le plus grand souhait de ces populations reste le lotissement. Le dernier lotissement dans la ville de Dédougou remonte à 1996. Pour l'autorité municipale, il serait très difficile de parler de lotissement dans les zones d'habitat spontané. Pour mieux améliorer les conditions de vie dans le secteur, il faudrait procéder à l'aménagement. L'aménagement ici, il faut, entre griffes, éviter de penser lotissement, comme on le dit, parce qu'on regarde la densité des populations dans ce secteur. Si vous prenez sur 1 hectare, vous avez plus de 200 ménages. Face au problème sensible du lotissement, la mairie propose une restructuration.
Il s'agit d'un aménagement qui permettra d'améliorer les conditions de vie de ces populations. Mais la restauration, on va ouvrir les voies et créer des espaces où on pourra accueillir des infrastructures sociales de base telles que les équipements pour l'eau potable. Ouvrir les voies déjà c'est bon, les voies dignes de sens, voilà. Parce que la circulation dans ces zones-là, c'est pas aisé. Et éventuellement, donc pouvoir apporter de l'électricité. L'amélioration du cadre de vie dans ces zones dites non loties incombe aux autorités administratives, mais aussi aux populations qui y vivent. Pour un meilleur aménagement, la participation de tous est indispensable. Vous le savez, le paludisme reste la première cause de consultation et de décès au Burkina Faso. Le ministère de la Santé travaille alors à impliquer les OSC dans la lutte contre cette maladie. Une cinquantaine d'entre elles prennent part ce matin à l'atelier de réflexion initié par le plan national de lutte contre le paludisme pour plus d'engagement communautaire. Césaire Carrefour, Amandine Lalzara. Avec plus de 5 millions de cas de paludisme recensés en 2018, le Burkina Faso intensifie la lutte pour de meilleurs résultats. Ici, le ministère de la Santé sollicite l'accompagnement des organisations de la société civile pour l'éradication totale du paludisme au niveau national. La lutte contre le paludisme doit être une lutte multisectorielle, mais également multidisciplinaire. Et le gouvernement seul et le ministère de la Santé ne sauraient arriver à travailler à réduire le fardeau lié au paludisme. Et il est reconnu que les actions au niveau communautaire sont celles-là qui vont beaucoup porter et jouer sur la diminution du fardeau lié au paludisme. Près de 50 OSC participent à la rencontre et s'engagent à accompagner les actions du ministère de la Santé à travers le programme national de lutte contre le paludisme. Il y a un aspect qui est très important, c'est qu'il faut qu'on collabore. Et pour collaborer, il est très important de pouvoir comprendre déjà la thématique. Et je pense que cet atelier que le ministère organise aujourd'hui est une occasion pour nous, en tant qu'organisation de la société civile et les organisations de la société civile burkinabé, de comprendre cette thématique-là et de voir ensemble quelles sont les pistes d'engagement qu'il peut y avoir, notamment par rapport à l'engagement communautaire, sachant que les organisations de la société civile sont très proches des communautés. L'engagement des organisations de la société civile vient en appui à la campagne Zéro Palu, je m'engage, une campagne endossée par l'Union africaine et ses partenaires. Elle vise à soutenir les communautés vivant sous la menace du paludisme à travers le continent. Et le Burkina Faso est partie prenante de cette initiative. Bilan satisfaisant pour la SNCITEC qui se frotte les mains. 2020 a été une année de vache grasse pour cette entreprise spécialisée dans la fabrication de produits huiliers. Pas de stock invendu comme les années antérieures. Les premiers responsables de la SNCITEC en parlent dans ce reportage de Drissa Traoré et Karim Sissé. Les voyants des affaires sont ouverts à la SNCITEC et ce malgré la crise sanitaire. C'est le bilan dressé par le directeur général de cette entreprise d'huilerie aux journalistes. Comparativement à certaines sociétés qui broient du noir, la SNCITEC a su tirer son épingle du jeu en 2020. Pas de stock invendu, une situation rendue possible grâce à l'appui du gouvernement burkinabé. Nous avons réussi au cours de l'année 2020 à écouler la totalité de notre production d'huile, à écouler la totalité de notre production de savon et avec des perspectives pour la nouvelle année 2021. La SNCITEC, c'est une production de 40 tonnes de savon par jour, 60 à 70 tonnes d'huile au quotidien. Une production qu'elle entend dépasser cette année. Et comme perspective pour 2021, le directeur général dévoile ses ambitions aux hommes des médias. Nous attendons un peu plus de graines de Sofitex, également de la Socoma, et pour augmenter sensiblement notre offre d'huile et notre offre en savon, et également en aliments de bétail. Et nous espérons que, suite au protocole qui a été signé avec les importateurs le 22 décembre, nous espérons que ça permettra d'assurer la commercialisation d'un tiers de notre production, soit 130 560 bidons. La presse a toujours été un partenaire incontournable pour la SNCITEC. Un partenariat que la nouvelle équipe
souhaite cultiver davantage pour plus de résultats. Cap sur Kaya, dans le centre-nord, des activités civilo-militaires ont lieu cette semaine. Une journée de salubrité au CHR de Kaya, un cross populaire et des jeux de société sur l'initiative de l'ONG ATAD pour renforcer la collaboration entre la population et les forces de défense et de sécurité. Le point en image avec Amadou Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Civils et militaires nettoient les locaux du CHR de Kaya. Cette journée de salubrité initiée par l'ONG ATAD a pour objectif de créer un rapprochement entre la population et les forces de défense et de sécurité. Cet exercice de nettoyage est une occasion pour la communauté, pour la population, de travailler avec les FDS, d'échanger avec eux et de démontrer à la face du monde que nous sommes solidaires avec nos FDS. Après cette journée de salubrité, un cross populaire civilo-militaire a été organisé au gouvernorat de Kaya. Bébé Odo, ces femmes n'ont pas voulu se faire raconter l'événement. Pour elles, se récréer avec les hommes de tenue relève de l'extraordinaire. C'est vraiment agréable de se recréer de la sorte. Avec ces frottements, nous n'aurons plus peur des hommes de tenue. Ces frottements vont permettre de rétablir la confiance entre population et militaires. Une collaboration très attendue par les forces de défense et de sécurité, surtout en ces périodes d'insécurité. Les populations nous ont toujours précédés là où nous intervenons. Et à ce titre, les populations ont une parfaite connaissance des problèmes de sécurité qui les touchent, eux en premier, et nous venons pour les appuyer. En cela, si nous ne collaborons pas franchement avec les populations et si nous n'avons pas en retour l'adhésion des populations, nous ne pouvons naturellement pas avoir la maîtrise de l'environnement nécessaire pour bien agir. Des jeux de société tels que la pétanque et dames ont aussi été de la partie. Des équipes composées de civils et de militaires ont pris part à cette compétition. Et les meilleures équipes ont reçu des sommes allant de 5 000 francs à 40 000 francs CFA. Dans l'actualité internationale, Joe Biden, le 46e président des États-Unis d'Amérique, s'installe à la Maison-Blanche. Discours rassembleur d'espoir quelques heures après son investiture. Il a signé une quinzaine de décrets pour, selon lui, réconcilier l'Amérique au reste du monde. Suivons. Joseph Biden a enfin les clés de la Maison-Blanche et il n'y a pas de temps à perdre pour le 46e président des États-Unis. Comme il l'avait promis, il s'est mis au travail. Dans les heures qui ont suivi son investiture, il a signé une quinzaine de décrets qui démantèlent l'héritage de l'ère Trump en inversant le cours des choses sur l'immigration, l'équité raciale, la gestion de la pandémie du Covid-19, la participation des États-Unis à l'OMS et le changement climatique. Je cite, que nous allons combattre comme nous ne l'avons jamais fait. Le troisième décret que je vais signer sous vos yeux, dit-il, est l'engagement que j'ai pris de rejoindre l'accord de Paris sur le climat à partir d'aujourd'hui. Le ton a été donné, la rupture symboliquement consommée avec son prédécesseur par le discours d'investiture grave mais plein d'espoir de Joe Biden. En ce jour de janvier, toute mon âme est tournée vers ceci, rassembler l'Amérique, unir notre peuple, unir notre nation. Et je demande à chaque Américain de se joindre à moi dans cette cause. Voici donc mon message à ceux qui se trouvent au-delà de nos frontières. L'Amérique a été mise à l'épreuve et nous en sommes sortis plus forts. Nous allons réparer nos alliances et nous engager à nouveau avec le monde. S'engager, réparer, mais pas seul. À ses côtés se tient la vice-présidente Kamala Harris. C'est la première fois qu'une femme occupe ce poste à la tête de la première puissance mondiale. L'ex-sénatrice noire et d'origine indienne Kamala Harris, 56 ans, a prêté serment juste avant Joe Biden. So help me God. So help me God. Et c'est avec son soutien que Joe Biden va porter le nouveau projet de loi sur l'immigration au Congrès. Il compte offrir aux Dreamers, notamment les 700 000 jeunes arrivés clandestinement aux États-Unis lorsqu'ils étaient enfants, et aux autres immigrés en situation irrégulière, une possibilité de naturalisation.
Quant à la pandémie de Covid-19, à l'origine de ces images inédites de présidents américains masqués, elle est la lutte prioritaire de Joe Biden. Et là encore, il a déjà pris des mesures. Pour aider les Américains qui ont perdu leur emploi à cause de cette crise, il va étendre le moratoire sur les expulsions de logements. Si Joseph Biden a l'intention de marquer les 100 premiers jours de son administration par des mesures plus humaines, cela semble bien parti. Avant de refermer cette édition, nous irons feuilleter les journaux de la place. À lire à la une, la victoire des étalons à la CHAN 2020 face aux Warriors du Zimbabwe hier et un réseau de braqueurs démantelé. Et revue de presse signée Ahadi Sandamba. Le démantèlement d'un réseau de délinquants spécialisés dans le braquage à main armée et la victoire des étalons font les choux gras des quotidiens burkinabés. Les étalons se relancent dans le groupe A, affiche Sidoyas à une. Pour le quotidien public, les étalons locaux ont tenu le pari en battant les Warriors du Zimbabwe par 3-1 dans une rencontre qu'ils ont dominée de bout en bout. Une victoire poussée par le public camerounais acquis à leur cause, poursuit le journal de tous les Burkinabés. Ils ont voulu montrer à leur coach qu'il a eu raison de leur avoir fait confiance. Mais pour passer la phase du groupe, les étalons devront s'offrir dimanche prochain le scalp du pays organisateur, le Cameroun, qui a fait un match nul en première rencontre face au Mali, conclut le journal. Et au doyen des quotidiens burkinabés de rappeler les noms de ceux qui ont concrétisé la domination des étalons à ce match. Dans ces colonnes, l'observateur Palga ne manque pas de donner le classement du groupe après 2 journées. Pour le journal Aujourd'hui au Faso, les étalons se repositionnent après cette victoire. Le journal nous informe que c'est 14 minutes après le coup d'envoi que Issouf Sosso ouvre le score. Le but égalisateur des Warriors interviendra suite à un manque de vigilance. Les Burkinabés, loin de se décourager, restent maîtres du jeu, pilonnent la défense du camp adverse avec malheureusement peu de succès. Et c'est au retour des vestiaires que la confirmation interviendra quelques minutes plus tard. Autre titre du jour, le démantèlement d'un réseau de braqueurs. Un réseau de 4 individus démantelés, près de 14 millions de francs CFA emportés, titre le journal Le Quotidien. Dans ces colonnes, le journal nous informe qu'après les aveux, une trentaine de victimes ont été répertoriées et les sommes emportées s'élèvent à près de 14 millions de nos francs. Sur les 4 bandits âgés entre 22 et 25 ans, 3 ont pu être arrêtés. Ils se faisaient passer pour des orpailleurs aux yeux de leur famille, nous informe l'Express du Faso. Ils masquaient leurs activités et ont élu domicile sur le site de Boura dans la province du Passouri. Et ces 3 dernières semaines, ce groupe a mené 4 attaques à main armée et la dernière remonte au 12 janvier 2021 à Nagrengo, conclut le quotidien Bobolais. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité à la RTB. À bientôt.